Qu'ont-ils fait à ma ville? Je ne la reconnais plus. J'ai beau creuser mes souvenirs, je regarde une inconnue. Dans les ruelles ou sur ces rives, ah j'en ai croisé des fous. Aujourd'hui même leurs spectres font défaut, y a plus personne dans les rues. Le bruit court, lui voyez-vous, non pas un chat ni plus un rat. Et si le silence est d'or, c'est que l'épuration fut rentable. Endormir c'était l'amorce, comme un prémisse de mise à mort. Dites-moi c'est quand la prochaine fois que ma ville renaîtra de ses cendres? L'île de Hull, municipalité devenue le centre-ville de Gatineau, la sœur indomptable d'Ottawa. Longeant la rive nord de la rivière des Outaouais, elle est le dernier rempart occidental du Québec avant de franchir la frontière ontarienne et la capitale fédérale. Traversée de paradoxes et de contradictions, elle vit des bouleversements auxquels elle n'est certainement pas étrangère. Longtemps un quartier ouvrier, abritant draveurs et allumetières, qui œuvrait sur la rivière et dans les usines aujourd'hui abandonnées, Hull fut frappé violemment par les grands feux de 1900. S'ensuivront 60 années plus tard les feux de la bureaucratie. La construction des immeubles fédéraux et provinciaux sur le territoire hullois entraînera l'expropriation de plus de 6 000 de ses habitants. Les cicatrices demeurent visibles encore aujourd'hui. Ce sont sur ces plaies que s'érigent maintenant de nouveaux efforts de revitalisation sur jeu de zonage et de complicité politique. Bienvenue dans le petit Chicago. Ça fait peut-être une douzaine d'années qu'on a fait l'acquisition de plusieurs terrains. Actuellement, selon les zonages actuels, on pourrait bâtir près de 3000 condos sur l'île de Hull. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'aurait pas procédé à des démolitions majeures. Le pourquoi, c'est que la prémisse du PPU, là, qui est le plan particulier d'urbanisme, c'était de revitaliser le centre-ville, mais en y amenant 10 000 résidents. Et ces 10 000 résidents-là, nécessairement, si on n'a pas les terrains vacants actuels, il faut procéder à des démolitions. Alors, la Ville s'est donné un genre d'outil qui est le PPU, et nécessairement avec un objectif, atteindre ces 10 000 résidents. Pour ça, il faut avoir des terrains vacants à haute densité. Si on n'a pas de terrain vacant à haute densité, les 10 000 résidents vont devoir, nécessairement, on va devoir démolir d'autres terrains. Puis nous, nos terrains actuellement, les 3 000 condos, donc à peu près 5 000 résidents, on n'a pas à procéder à de démolition, ce qui est très intéressant. Alors, au niveau du développement durable, il y a nécessairement, on essaie, comme là, notre projet qu'on fait, qui va être un des seuls au niveau locatif, coin Eddy et Eddy Wellington, qui va s'appeler, je vous le dis en grande primaire, il va s'appeler le Wellington Eddy. Okay, alors, ce projet-là sera catégorisé LEED. Alors, c'est très rare qu'un promoteur privé décide de faire un projet locatif LEED. C'est de gros coûts. On parle de près de 5 à 600 000 $ de plus, mais on a décidé qu'on voulait le faire au niveau LEED pour pouvoir bénéficier, nous, à long terme, quand même, de certaines économies au niveau énergétique, mais aussi de faire en sorte qu'on mette notre petit grain de sel au niveau de l'environnement. Pour moi, je trouve que c'est grave d'abord parce qu'on s'aperçoit qu'une ville qui a du caractère, puis là où les gens vont avoir d'esprit communautaire, est une ville, c'est sûr qu'il faut qu'elle soit dense, mais quand on a du 33 étages, qu'on aille voir un peu partout, ça ne crée pas des relations communautaires. Les gens qui vivent dans l'édifice de 33 étages, le gars du 3e étage, il ne connaît pas celui du 33e étage. Bien rare. Il suffit d'aller voir là, pour le constater, les gens ne se connaissent pas.
Alors que quand on regarde, par exemple, et c'est flagrant chez les villes européennes, où on trouve du 4, 5, 6 étages, mais à la grandeur du territoire, il y a des vies communautaires. C'est possible. C'est-à-dire que la densité est suffisante et pas trop grosse pour permettre une vie communautaire. De 33 étages, c'est des gens qui campent là pour un petit bout de temps parce qu'on travaille là puis on ne pense pas finir notre vie là. Je pense pas que c'est un plus pour une ville. Un plus peut-être au niveau taxe, là, mais ça s'arrête là. Pour moi, c'est pas ça une ville intéressante. Le groupe Windmill, un développeur ontarien, propose un réemménagement d'envergure de la rive ulloise. Au Musée de la guerre, à Ottawa, une consultation publique prend place. Une opportunité de regarder une communauté complète. Plusieurs des développements qu'on fait, c'est un édifice ici puis un édifice là. Ici, on peut peut-être engager les citoyens dans une façon vraiment différente parce que quand on regarde la durabilité, de construire un édifice durable, c'est pas facile, mais on peut faire ça. Mais changer la façon que les gens utilisent les édifices, c'est plus facile s'il y a une communauté et on peut regarder, faire les choses comme énergie district, choses comme ça, c'est plus facile. Alors ça, c'est pour nous, c'est une des choses que nous sommes vraiment heureux. Ben nous, le projet de Windmill, si tu le regardes, c'est un projet idéal, c'est un projet qui pense à tout. Est-ce qui est réalisable avec comment qu'on doit investir, combien la ville doit investir là-dedans? C'est ça qu'il faut tout regarder dans son ensemble. Souvent, les gens nous disent « Oui, mais pourquoi vous ne faites pas ça, le projet, comme un projet Windmill? » Ben, ils ont 28 fois plus de terrain que nous. Tu sais, c'est difficile. Ouais. On a une espèce de syndrome de New York. Hein. Tout le monde veut être New York. Toutes les villes veulent être plus grosses. Je ne sais pas pour quelle raison ils veulent être plus grosses, mais pas sûr, moi, que ça assure le bonheur des familles. Pas sûr qu'il y ait un lien avec le bonheur. « 37% des locataires du Vieux-Hall dépensent au moins 30% de leurs revenus sur leur logement. Selon la ville de Gatineau, un logement est considéré comme étant abordable si le ménage y consacre moins de 30% de son revenu. 75% des logements du Vieux-Hall sont occupés par des locataires. Souvent, ces derniers sont vulnérables aux expropriations et aux hausses du coût de la vie. Les centres-villes sont grands, sont hauts, mais sont vides. C'est juste du capital qui, au lieu de dormir dans les comptes, préférer dormir dans du béton en espérant qu'il y ait un nouveau cycle à partir de là. Ça m'avait frappé d'ailleurs, c'est dans David Harvey, quand il se penche sur la crise des années 20, avait remarqué que les crises financières sont souvent annoncées par des crises immobilières, mais des crises de surconstruction. Vous regardez, là, il y a deux édifices, là, les deux à droite, là, le jaune et le bleu-gris. Là. Ça, c'est la Copra-Boule qui a acheté ces bâtiments-là. Ah, ces bâtiments-là, qui ont d'ailleurs plus de 60 ans, ils ont été restaurés par la coop. Ils sont à des loyers abordables pour le simple travailleur. Il ne faut pas l'oublier, là, hein? On veut avoir des magasins, puis dans les magasins, ça nous prend des gens pour travailler. Mais les gens qu'on met dans les magasins pour travailler, on les paye au salaire minimum. Où est-ce que vous voulez qu'ils vivent, ces gens-là? Hein? Il faut bien qu'il y ait un endroit pour qu'ils vivent, là. Hein? Bien, il faut avoir du logement abordable. Et ensuite, bien, là, il y a un parc en face. Bien, c'est l'idéal pour les familles. Il manque au centre-ville définitivement des aménagements pour amener la culture, puis certains services, et plus particulièrement une épicerie. C'est vraiment ce qui manque. Puis pour que les familles actuelles puissent obtenir une épicerie, bien nécessairement, il faut des gens plus fortunés. Pour que l'épicerie, qui est quand même une compagnie privée, décide d'y aller pour que ce soit rentable. Sans quoi une épicerie ne s'installera pas, parce qu'elle déclarera que ce n'est pas rentable. On s'imaginait que ça prenait par exemple une épicerie ou des services attirants, mais rien n'est fait concrètement de ce côté-là. Si on le citoyen modèle en tête qui pourrait habiter au centre-ville, du moins je ne trouve pas qu'il y a des stratégies
élaborée ou convaincante pour le faire. Je pense qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas comment créer cette affluence-là de nouveaux habitants au centre-ville. Puis d'un autre côté, je ne sais pas si ça se crée aussi tant que ça. Hall est encore, ça a l'air d'être un choix assez bas dans la liste, tu sais. Mais ça va venir éventuellement. Je ne sais pas à quelle vitesse ça va se produire, ni quels effets ça va avoir. Mais pour le moment, je ne considérais pas le Vieux-Hall comme un quartier gentrifié. Mais toujours est-il que j'ai une opinion partagée sur les bienfaits ou le caractère malsain de la gentrification. C'est-à-dire que vient avec la gentrification une certaine beauté. Peut-être que c'est le bohème bourgeois qui parle en moi. Une certaine beauté, une offre de service, des beaux endroits à fréquenter, des parcs sécuritaires où on a le goût d'aller, tout ça. Il y a un soin apporté aussi, soit au logement loué ou aux propriétés elles-mêmes, qui fait en sorte que le quartier est certainement plus beau, plus intéressant. Et je ne fais pas l'addition ou le lien entre pauvreté et droit à la laideur. Je pense qu'on peut être pauvre et vivre dans un beau quartier, enviable, fier, avec une histoire, puis qu'il n'y ait pas un asphaltage mur à mur ou une aseptisation. Mais je pense que dans la gentrification, c'est pas tout mal, pourvu qu'il y ait, pour parler comme un fonctionnaire urbaniste, qu'il y ait un réel souci de mixité sociale, mais pas comme le mot là, fourre-tout, qu'une école primaire dans le quartier, bien, qu'effectivement qu'il y ait des enfants d'universitaires, puis qu'il y ait des enfants de camionneurs, puis qu'il y ait des enfants de familles qui sont sur l'assistance sociale, puis que tout ça puisse apporter des choses, puis que ça fasse une véritable mixité. Les grues et les tracteurs ne s'en viennent pas, ils sont déjà là. Reste à savoir comment les habitants de Hull et leur centre-ville s'adapteront, dans le sillage des machines, aux transitions. Comment la réalité de ces habitants côtoiera-t-elle celle des nouveaux venus, perchés dans le condo? Le vieux Hull ne doit pas stagner, mais sa revitalisation doit se conjuguer à la réalité de ceux qui font vivre le vieux Hull depuis longtemps. Pas loin la belle époque où ma ville connaissait l'envol. Entre les bons, les mauvais coups, l'alcool, les jeux, les filles de joie. Mais elle est passée cette époque, on ne se retrouve plus que dans le décor. Dites-moi c'est quand la prochaine fois que ma ville renaîtra de ses cendres. Elle est pas loin la belle époque où ma ville connaissait l'envol. Entre les bons, les mauvais coups, l'alcool, les jeux, les filles de joie. Mais elle est passée cette époque, on ne se retrouve plus dans le décor. Dites-moi c'est quand la prochaine fois que ma ville renaîtra de ses cendres. J'ai la face édentée et le pied dans le ciment, sur le pont des chaudières, prêt à plonger dedans, la face édentée et le pied dans le ciment. Je m'endors, je me rends, et où tu m'en fais un, la face édentée et le pied dans le ciment, sur le pont des chaudières, prêt à plonger dedans, la face édentée et le pied dans le ciment. Je m'endors, je me rends, et où tu m'en fais un. Les plans se dessinent pour une reconfiguration majeure du vieux Hull. Pour plusieurs, la revitalisation du centre-ville passe par la construction d'imposantes tours de logements qui attireront une clientèle prête à dépenser dans les restos et les bars. Malgré tout, les réalités quotidiennes du vieux Hull sont passées sous silence dans un effort de marketing qui invite certains à devenir les résidents d'un village urbain chic, à condition que d'autres soient déplacés ou effacés. Nous avons rencontré des membres de la communauté qui œuvrent au quotidien sur le terrain et qui ont partagé avec nous cette réalité trop souvent ignorée. La soupe populaire, elle a comme mission, dans le fond, d'accueillir les gens ici pour évidemment venir manger. Mais on accueille des personnes en situation de précarité financière. Ça veut dire à tous les niveaux. Ça peut être des personnes itinérantes
autant que des personnes qui vivent la pauvreté ou qui vivent des situations de précarité aussi, à tous les niveaux. On accueille toutes sortes de personnes. Fait que ça peut être une famille monoparentale qui a de la misère à rejoindre les deux bouts à la fin du mois. On va accueillir aussi des personnes qui viennent de perdre un emploi, qui se retrouvent sur le chômage ou en attente d'avoir du chômage, des personnes sur l'aide sociale. On accueille des personnes itinérantes, des personnes qui ont des problèmes de toxicomanie, problèmes au niveau aussi santé mentale, prostitution. Fait que c'est très vaste. On accueille les gens ici pour venir manger. Puis aussi, on a comme rôle aussi de briser l'isolement. Il y a des personnes qui, quand ils vivent des problèmes dans leur vie, sont portées à s'isoler. La soupe, c'est un peu son rôle. On les accueille ici. Puis on leur sert un repas. Puis en même temps, ils ont des activités qui se font ici. Puis ça leur permet en même temps de socialiser. Puis quand ils ont besoin de parler ou d'avoir de l'aide puis des services, ben on offre aussi ça ici. Il y a un paquet de gens qui sont ramassés sur l'île, comme je l'expliquais, en très peu de temps, sans maison et sans travail. Puis ça a causé des crises de logement, puis tout ça. Puis ils sont ramassés sur la paille. Puis il y a la famille Duval qui a commencé à nourrir puis à aider les gens. Puis tranquillement, pas vite, de fil en aiguille, c'est devenu la soupe populaire. Donc, la soupe populaire, vraiment, existe grâce aux expropriations. Je pense pas que les gens qui sont là maintenant, ce sont des victimes des expropriations. Mais, tu sais, la pauvreté, malheureusement, souvent, ça suit de père en fils et de fil en aiguille, donc... Alors que la soupe populaire accueille la communauté ulloise, d'autres organismes œuvrent dans les rues du Vieux-Hall. La pauvreté, le droit au logement et la ville abordable ne figurent pas dans les slogans de revitalisation. Ce silence cache une autre réalité. Selon le collectif régional de lutte à l'itinérance en Outaouais, la région s'est méritée la note de D dans la lutte contre l'itinérance et la pauvreté. Selon le collectif, les coupures anticipées de 3 milliards de dollars dans les services publics ne feront qu'empirer une situation déjà précaire. Les gros problèmes qu'on peut vivre, ça peut être à différents niveaux. C'est sûr qu'au niveau de la soupe comme telle, nous, on va avec des dons au niveau de la nourriture. Fait qu'il y a des périodes de l'année où les dons sont moins réguliers, moins présents. Fait que, surtout au niveau de la viande, c'est la viande qui est plus dure à avoir. Ça fait partie des difficultés qu'on vit. Au niveau social, c'est une réalité. Dans le centre-ville, c'est beaucoup de problèmes de toxicomanie, santé mentale aussi. C'est des réalités que nous, on vit avec à tous les jours. Je dirais que il y a même une augmentation, je dirais, au niveau des personnes, des usagères qui viennent ici, qui développent des problèmes de toxicomanie. Puis souvent, c'est relié. Toxicomanie va engendrer santé mentale ou la santé mentale avec la toxicomanie. C'est sûr qu'avec les coupures du gouvernement, c'est toujours quelque chose qui est épeurant. Il y a des parties de subventions qui viennent de la SPLI qui sont coupées. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas... Vu que nous, on fait partie quand même d'un organisme qui va dans les lignes de la lutte à l'itinérance, on a une partie des enveloppes qui nous sont données pour faire notre job ici. Avec les coupures, ça, c'est un défi parce qu'on remarque que la quantité de clients, d'usagers viennent, ça augmente à toutes les années. Le nombre d'effectifs, par contre, sur le terrain, le ratio, il n'est pas très élevé. Quand on parle de, je dirais, 3 intervenants et demi, quand je dis demi, c'est une temps partiel. 3 personnes et demie pour un ratio d'à peu près 150-200 personnes par jour, puis qu'on nous dit que c'est possible qu'on se fasse couper, ben c'est des grands défis, ça. Parce qu'à un moment donné, c'est qu'on peut pas nécessairement se multiplier en 4 pour être capable de répondre aux besoins de tout le monde. Déjà là que c'est déjà difficile, c'est pratiquement impossible même de pouvoir être là pour tout le monde. Avec les coupures du gouvernement qui s'en viennent, c'est quelque chose qui est quand même un peu... Ce qui arrive, c'est que tu vas prendre une personne,
On n'a pas besoin d'y mettre tant de problématiques. C'est comme genre, pas besoin de dire qu'elle est monoparentale, pas besoin... Non. Juste une personne qui... un homme, une femme, pas d'enfant, puis pas de santé mentale, pas... Mais cette personne-là a des difficultés à remplir des conditions d'aller travailler. Parce que l'assistance sociale, là, dans la plupart des cas, même le pourcentage est très élevé. Là. Je peux pas te donner un chiffre, là, mais ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de gens qui peuvent pas remplir. Mettons une personne qui est à mobilité restreinte, ou une personne qui fait des crises d'angoisse, mais c'est temporaire. Occuper un emploi, ça devient problématique. Elle peut pas combler les conditions de l'emploi. Fait que la personne, ce qu'elle a comme choix, c'est d'aller vers l'assistance sociale. Mais là, l'assistance sociale dit « OK, c'est correct, on va te donner un chèque. » Là, ils vont tout évaluer là, si t'as pas d'argent quelque part, là, parce qu'ils veulent vider les comptes partout. Un coup que t'as passé au travers du système, ils vont te donner un chèque de 610 $ pour une personne seule. 610 $, là, je mets n'importe qui au défi, moi, sur la planète, d'arriver à vivre à Hull, ou Gatineau à cause des fusions, mais je mets n'importe qui au défi de se trouver un appartement, puis de se mettre de l'épicerie. Là, on est juste dans la pyramide de Malchloué, là, on est dans la base en tabarouette, là. Je veux dire, manger, puis dormir, hein, de base. Puis je te garantis qu'il va t'en manquer. Tu sais, les loyers, on parle de... Puis là, ça, c'est même pas un loyer, c'est une chambre, là. Puis c'est une chambre au travers d'une vingtaine, là. Tu sais, c'est comme, ils prennent un étage d'appartement, là, puis ils font juste des chambres avec ça, puis ça donne à peu près un minimum de 10 chambres, avec une chambre de bain-cuisine, plus une cuisine commune, là. Puis là, ben, ça va être le moins cher, puis c'est 450. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est pas dur à calculer, là. Fait qu'il te reste 160 $ pour te nourrir durant 30 jours. On s'entend-tu que même le craft dinner, il est rendu cher à ce prix-là, là. La personne, elle se ramasse avec soit je dors dans la rue, ou soit que je dors avec des punaises de lit, des ci, des ça, des champignons. Mais au moins, je suis pas dehors. Tu sais, s'il fait fret, au moins, j'ai pas fret. Il y avait eu des grosses descentes de police aussi. Ça m'avait énormément marqué. Quand je travaillais au bistrot, il y a eu un soir, il y avait beaucoup de mineurs qui rentraient là. Tu sais, 18 ans, c'était plus une suggestion. Tu sais, on te propose d'avoir 18 ans. Puis quand, à un moment donné, je travaillais, puis il y avait beaucoup de pression avec la ville. On voulait abolir beaucoup les bars. Il y avait M. Bonhomme qui avait été engagé par la ville de Hull, qui avait comme mandat de fermer la rue principale. Puis il a pris le mandat très à cœur. Bravo, il a réussi, là. Sauf qu'il a oublié de revitaliser, par contre. Je me souviens qu'à un moment donné, dans le milieu de la soirée, toutes les lumières se sont ouvertes. Puis on a été encerclés par une trentaine de policiers qui sont arrivés avec des boucliers. Pour de vrai, là, j'avais jamais vu ça. Puis du même coup, il y a environ une dizaine de policiers qui sont rentrés, puis ils ont carté tout le monde. Il y avait des salades, des paniers à salade. Puis ils rentraient les gens. Là, on n'avait pas le droit de vendre d'alcool, les lumières étaient ouvertes, puis on devait rester là jusqu'à ce qu'il ait fini l'intervention, qui a duré un bon bout, là. Ça a duré toute la soirée. Il faisait vraiment le grand ménage sur la rue, dans tous les bars. Les forces policières ont souvent été employées à Hull pour endiguer ce que la ville considérait comme des problèmes de logement. Que ce soit les bidonvilles de Creekside, aux abords du ruisseau de la Brasserie, dont les habitants ont été expropriés il y a 60 ans, jusqu'au moment des purges des bars, la police a servi de bras fort de la ville. Aujourd'hui, ce sont des problématiques de profilage sociopolitique que disent vivre plusieurs résidents moins nantis de l'île. Une autre réalité aussi avec laquelle on a dealé régulièrement, c'est les clients qui se plaignent beaucoup au niveau du profilage policier dans le centre-ville. On se fait souvent parler de ces choses-là. Des clients qui vont venir et qui disent « Écoute, je pars du Jetami, par exemple, qui est à peu près à pied 7 minutes de marche, puis ils vont se faire des fois intercepter 2 fois.
du temps qu'ils partent là, à s'en venir ici, à se faire demander si t'es carte d'identité, t'es qui, tu t'en vas où, c'est quoi que t'as dans ton sac, nanana. Puis ils peuvent se faire prendre la même journée en se retournant ou en se prenant en centre-ville, puis des fois 2 puis 3 fois par la même patrouille. J'ai jamais rencontré personne, moi, qui m'a dit tu sais, Léon, je me suis jamais fait arrêter. Moi. Non. Peut-être pas arrêter en genre délit de fuite ou quelque chose de même, là, mais faire contrôler. Petit langage cute, là. Les gens se sentent plus nécessairement libres, ils se sentent pas dans un environnement où est-ce que ils sont libres de circuler librement, tu sais, comme... Puis ils savent très bien que monsieur et madame, tout le monde, qui vont traverser un coin de rue, par exemple, peuvent faire ça devant la police, puis la police va comme, pas de trouble, passer. Et mais quand c'est eux qui font ça, automatiquement, ils vont se faire donner une contravention, des choses de même, fait qu'ils se sentent vraiment comme marginalisés. Puis ça fait en sorte que des fois, ces gens-là veulent plus non plus aller vers des services. Tu sais, quand t'es une famille, puis que tu vois le char de police passer 3 fois en avant de chez vous par jour, je sais pas, mais je me pose des questions, moi. C'est sécuritaire, ça, ce coin-là? Pourquoi que la police a besoin de passer 3 fois par jour chez nous? Tu sais, c'est ça que c'est, là, le vieux hall, là. Les polices, là, ils doivent en dépenser du gaz dans le vieux hall, là, à faire toutes les rues, là. J'aimerais savoir les reçus de gaz, moi. Pour le fun. D'un autopatrouille qui est dans le vieux hall. J'aimerais savoir ça. Ça doit être élevé, là. Ils ont mis de l'eau dans le ruisseau de la brasserie. Ils ont mis des fleurs, ça lui dit. Les gens veillent tard en avant sa galerie. Toi, t'es en Californie. Tu devrais voir la place Aubry. Ils ont rénové le chez Henri. Ils ont démoli la bâtisse du Grand Taxi. Il y a toujours pas d'épicerie. Tu me créeras pas, l'autoroute 50 est finie. Chez Barbe, ça ferme à 2h30 de l'après-midi. Je te compte tout ça, ça a bien changé ici. Depuis que t'es en Californie. Le bistrot est toujours en vie. Il a survécu à l'incendie. Tes vieux amis, sa terrasse du 4 jeudi. Je leur dis que t'es en Californie. Ils ont mis de l'eau dans le ruisseau de la brasserie. À cette heure, on peut patiner. Ils ont mis des fleurs, ça lui dit. Les gens veillent tard en avant sa galerie. Mais toi, t'es en Californie. Puis le centre-ville de Hull, faut pas oublier, c'est quand même, au niveau historique, c'est un quartier ouvrier à la base. Puis il y a toutes sortes de couches sociales dans le centre-ville de Hull. Fait qu'il faut faire attention qu'on sache. Là, c'est le côté que je pense que c'est vraiment l'opinion de la soupe populaire que je donne. L'opinion de la soupe populaire, tout, c'est vraiment au niveau qu'il faut être capable de cohabiter ensemble, peu importe la couche sociale. Tu sais, que tu aies des sous, que tu sois dans la classe moyenne, démunis ou en milieu d'itinérance, ben, que tout le monde ait droit quand même à rester dans le même. D'apprendre à cohabiter ensemble, dans le fond. Que les bancs de parc, si on rajoute des bancs de parc, ben, si la personne itinérante n'a pas de droit, n'a pas de lieu ou d'endroit où dormir, mais si elle se retrouve à se coucher sur le banc de parc, elle se retrouve pas avec un ticket
le lendemain. À un moment donné, ces gens-là, ils n'ont rien dans la vie. Comment tu veux qu'ils payent leur ticket? À un moment donné, ils se retrouvent à des tickets pas payés, ils se retrouvent en prison, nanana, dans le dossier criminel. C'est comme un cercle vicieux. Il faut apprendre à vivre ensemble. Ça fait en sorte que on va avoir un exode des gens, éventuellement, ici, dans le centre-ville, qui viennent à nos services. Que je répète, la plupart des services sont dans le centre-ville, ici. Tu sais, la plupart des services sont offerts ici, dans le centre-ville. Si dans ce quadrilatère-là, les policiers donnent des tickets à bout de bras pour n'importe quoi, puis qu'à l'écart le monde à toutes les 5 minutes, les gens vont comme éventuellement s'en aller. Donc, on va être moins capable de rejoindre ces personnes-là. Puis en même temps, ben, les condos et compagnie, ben là, c'est sûr que ben, il n'y aura plus non plus en même temps, il n'y aura plus d'itinérants. Fait que, tu sais, ça donne une belle image au centre-ville. Mais c'est pas nécessairement la façon de faire. J'ai resté dans plusieurs villes. J'ai resté à Montréal, j'ai resté à Québec, j'ai resté à Vancouver. Puis, honnêtement, c'est sûr que je voudrais pas copier, tu sais, parce qu'on peut jamais... Mais le vieux hall, honnêtement, il y a quelque chose de vraiment magique là-dedans. Il y a une camaraderie puis une fraternité que je suis pas capable d'expliquer dans d'autres villes. Mais je suis sûr que on serait capable de faire un plateau comme à Montréal, avec des cafés, avec toutes ces infrastructures-là. On est capable de faire ça. D'orniper les maisons. Si on va sur la rue Wright, ou si on va sur Hôtel de Ville, mais proche de Laval, les maisons se sont données. Ils ont bricolé les maisons, ils les ont... En tout cas, il y a un cachet juste dans ce petit coin-là qui est vraiment exceptionnel. Puis ça, je suis convaincu à 100 000 % qu'on est capable de rénover ça. On est capable de faire ça. Tu sais, je veux dire, the sky is the limit, là. On peut faire ce qu'on veut avec le vieux hall. Le vieux hall est ce qu'il est en ce moment, mais je veux dire, ça fait 20 ans qu'il est sur stand-by, là. Il n'y a rien qui bouge, tu sais. Là, ils ont commencé à lever des taux partout, là, puis ils n'ont pas fini en passant, là. On a été victime de plusieurs gros événements qui ont fait en sorte que les gens ont oublié qui qu'on était. Puis ça serait important que les gens s'en souviennent. Il faut en parler. Il faut rappeler aux gens qu'est-ce qui s'est passé ici. Puis dans le fond, quand tu fais tes chansons dans le duo d'Ol, c'est vraiment ça que tu vas rechercher. Ah oui. Beaucoup. Puis je suis une petite personne très nostalgique aussi. Fait que quand j'écris mes chansons, je les écris souvent en me promenant dans la rue, puis je pense à mes vieux souvenirs, tu sais, comment est-ce que c'était avant, puis qu'est-ce que c'est devenu, puis qu'est-ce que ça va devenir. Parce qu'on est loin d'être mort. Il y a une forme de revitalisation qui s'en vient dans le centre-ville, j'y crois. Ça va prendre du temps. Faut être patient. Mais ça reviendra jamais comme ça l'était avant. Et peut-être tant mieux, parce que c'était pas un environnement vraiment sain qu'il y avait dans le quartier ici, là. La blanche là-bas, là, la petite blanche. Oh oui, ah ouais. Je trouve ça dur de passer en avant. Là, on n'est pas obligé. Ouais, c'est ça. J'ai mon fils qui vit ici, là, c'est à Libertin. Juste l'édifice à l'arrière. C'est à la coop, ça aussi. Si vous voulez, on peut repartir par le parc. Ouais, je suis capable de vivre ça. Mais à chaque fois, j'ai un pincement au cœur. Okay. Si le volcan qui dort abritait des oiseaux sans plumes, je vous raconterai la fable du phénix qui joue l'autruche. Si tout fout le camp dehors, noyé dans la brume. Qu'ont-ils fait à ma ville? Je ne la reconnais plus. J'ai beau creuser mes souvenirs, je regarde une inconnue. Dans les ruelles ou sur ces rives, ah j'en ai croisé des fous. Aujourd'hui même leurs spectres font défaut, y a plus personne dans les rues. Le bruit court, lui voyez-vous,
non pas un chat ni plus un rat. Et si le silence est d'or, c'est que l'épuration fut rentable. Endormir, c'était l'amorce, comme un prémisse de mise à mort. Dites-moi, c'est quand la prochaine fois que ma ville renaîtra de ses cendres? Pas loin la belle époque où ma ville connaissait l'envol. Entre les bons, les mauvais coups, l'alcool, les jeux, les filles de joie. Mais elle est passée cette époque, on ne se retrouve plus dans le décor. Dites-moi, c'est quand la prochaine fois que ma ville renaîtra de ses cendres? J'ai la face édentée, les deux pieds dans le ciment, sur le pont des chaudières, prêt à plonger dedans. La face édentée, les deux pieds dans le ciment, et le pied dans le danger, la face édentée, et le pied dans le ciment, sur le pont des chaudières, prêt à plonger dedans. La face édentée, et le pied dans le ciment, je m'endors, je me rends, t'es où Clermont-Ferrand? La face édentée, j'ai la face édentée, j'ai la face édentée, et le pied dans le ciment. Je me meurs, je m'endors, à l'évidence, je me rends. Si le volcan qui dort abritait des oiseaux sans plumes, je vous raconterai la fable du phénix qui joue l'autruche. Tout fout le camp dehors, noyé dans la brume. Elle est pas loin la belle époque où ma ville connaissait l'envol. Entre les bons, les mauvais coups, l'alcool, les jeux, les filles de joie. Mais elle est passée cette époque, on ne se retrouve plus que dans le décor. Dites-moi, c'est quand la prochaine fois que ma ville renaîtra de ses cendres? Elle est pas loin la belle époque où ma ville connaissait l'envol. Entre les bons, les mauvais coups, l'alcool, les jeux, les filles de joie. Mais elle est passée cette époque, on ne se retrouve plus dans le décor. Dites-moi, c'est quand la prochaine fois que ma ville renaîtra de ses cendres? J'ai la face édentée, et le pied dans le ciment, sur le pont des chaudières, prêt à plonger dedans. La face édentée, et le pied dans le ciment, je m'endors, je me rends, t'es où Clermont-Ferrand? La face édentée, et le pied dans le ciment, sur le pont